qui est maître de conférence agrégé au laboratoire de bactériovirologie au CHU, le Dantec à Dakar au Sénégal, et qui a déjà eu à publier de nombreux travaux, aussi bien sur le suivi virologique VIH par la charge virale que sur la résistance aux antirétroviraux également. Donc c'est un plaisir, Alimatou, de t'avoir ce matin pour nous parler de cette optimisation de l'utilisation de la charge virale, qui est vraiment une thématique extrêmement importante aujourd'hui. Et cette mini-lecture est prévue pour une vingtaine de minutes, questions incluses. Alimatou, tu as la parole. Merci, Avelin. Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour à tous. Donc, c'est pour moi un grand honneur d'être ici ce matin pour cette mini-lecture qui porte sur optimiser l'utilisation de la charge virale du VIH. Je vous propose le plan ci-dessous, donc parler un tout petit peu de la problématique de la charge virale dans le cadre de l'atteinte des objectifs des 3,90. Et puis, par la suite, nous allons parcourir les différents éléments qui suivent, à savoir comment créer la demande de charge virale, rendre disponible l'outil charge virale et pouvoir utiliser les résultats de la charge virale. Alors, comme vous le savez, déjà, la charge virale a fait son apparition dans les recommandations de l'OMS en 2015, quand on a parlé pour la première fois du traitement pour tous, et il a été clairement indiqué, l'OMS pour la première fois indiqué qu'on devait pouvoir faire la détection de l'échec virologique en utilisant la charge virale, et le seuil était à 10 000 copies. Ces recommandations ont été maintenues en 2016 et en 2017. Et la dernière mise à jour faite en juillet 2017 insiste sur le fait que la charge virale, la mesure de la charge virale, finalement, est la méthode de suivi privilégiée pour déterminer et confirmer un échec thérapeutique. Cette charge virale doit être effectuée à 6 mois, puis à 12 mois, après le démarrage du traitement antirétroviral, puis tous les 12 mois. Également, lorsque les conditions ne s'y prêtent pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des échantillons de plasma, puisqu'il s'agissait de la charge virale plasmatique, on pouvait être amené à utiliser les échantillons de sang séchés qui sont préparés à partir du sang total veineux ou capillaire, donc qui pouvaient servir à déterminer la charge virale du VIH, mais étant entendu que le gold standard reste la charge virale plasmatique. Toujours dans ces recommandations, la stratégie de test de la charge virale à nouveau a été bien décrite en disant qu'elle pouvait se faire soit de façon ciblée chez les patients chez qui on suspecte un échec clinique ou immunologique, ou alors de façon systématique. Mesure de la charge virale, lorsque elle est supérieure à 1000, on considère qu'on a une suspicion d'échec, et dans ce cas, ce qui est recommandé, c'est de renforcer l'observance chez le patient et de répéter la mesure au bout de 3 à 6 mois. Lorsque la charge virale, à ce moment-là, est inférieure à 1000, on peut continuer le traitement de première intention. Mais par contre, si elle est supérieure à 1000, la recommandation est de changer en deuxième ligne de traitement. Alors, il y a, on en a beaucoup parlé tout au long de cette conférence, des progrès quand même au plan mondial par rapport à cette cascade de dépistage et de traitement, même si on constate quand même qu'il y a un peu de retard dans certaines zones. Donc, par rapport au 3e90, qui est la proportion de personnes vivant avec le VIH qui ont une charge virale supprimée, on est autour de 44%. Mais ce chiffre cache de grandes disparités régionales. Les premiers de la classe, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Amérique latine, mais également, comme on peut le voir ici, l'Afrique orientale et l'Afrique australe ont quand même des taux de suppression virologique qui avoisinent ou dépassent les 50%. À l'opposé, on a l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est largement en dessous, autour de 25%, également le Moyen-Orient et l'Europe orientale et l'Asie centrale. Alors la situation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avait déjà été pointée du doigt déjà par MSF en 2016, et c'est ce qui avait amené l'ONU-SIDA à lancer un appel pour accélérer la riposte au sida dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce que comme on peut le voir ici, on était largement en dessous de ce qui se faisait dans les pays d'Afrique de l'Est
et d'Afrique australe. Et donc, ce qui nous amène à parler de cette optimisation de l'utilisation de la charge virale en 3 points, comme je l'ai annoncé tantôt. Et nous allons juste essayer de voir ce qui s'est fait ailleurs et qui a marché, et voir comment est-ce qu'on peut donc l'adapter dans les zones où ça marche moins. Donc, premier élément, c'est pouvoir créer la demande de charge virale. Ensuite, rendre cette charge virale disponible pour assurer la couverture du suivi virologique et pouvoir utiliser finalement les résultats de cette charge virale pour prévenir, mais également pour gérer les échecs thérapeutiques. Alors, comment créer la demande de charge virale? 2 possibilités. Soit on se met dans une phase de rattrapage intensive. Je pense que c'est le cas de la plupart de nos pays où, en fait, beaucoup de nos patients, certains n'ont encore jamais eu de charge virale. Il va falloir les identifier les malades qui ont besoin de charge virale sur la base donc, des suspicions cliniques ou immunologiques, former, sensibiliser les prestataires, mais également les conseillers communautaires, mais également éduquer les patients à l'intérêt de l'utilisation de cette charge virale. On peut, et c'est ce qui est recommandé, créer un système de suivi des patients pour pouvoir réaliser la charge virale tel que ça a été défini par l'OMS, à 6 mois, à 12 mois, puis tous les 12 mois. Et pour cela, il est important d'avoir des dossiers patients, donc un fichier qui permette de savoir exactement où se trouve le patient à quel moment, et de pouvoir faire donc un tri qui permettrait de façon régulière, de façon systématique, de leur proposer la charge virale. Donc créer la demande, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus difficile, c'est de rendre disponible la charge virale. Et ça implique des stratégies au niveau programmatique, incluant d'abord une quantification, une évaluation des besoins et des capacités aussi bien en termes d'infrastructures, d'équipements que tout simplement de réactifs, évaluer les besoins en ressources humaines, pouvoir définir une stratégie de réalisation des tests, adopter, et c'est là souvent que le bas blesse dans nos pays, un circuit de transport des échantillons, mais également de rendu des résultats aux patients, organiser le système d'approvisionnement, la gestion des données, le reporting, la gestion de la formation et de l'assurance qualité. Tous ces éléments peuvent être regroupés dans ce qu'on pourrait appeler un plan d'expansion de la mesure de la charge virale. Et c'est ce qui a été développé dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Par exemple, au Zimbabwe, ils ont un plan de scaling up, au Malawi et plus proche de chez nous, au Ghana. Depuis l'appel de 2016, ils ont élaboré leur plan d'expansion de la charge virale. Alors, comment évaluer les besoins, évaluer les capacités pour faire de cette charge virale une réalité? Il faut partir tout simplement des données de prévalence du VIH et de la taille de la population. Pris ici l'exemple du Malawi, qui a une population de l'ordre de 16 millions, environ 1,1 million de personnes étaient supposées vivre avec le VIH en 2015. Et sur la base donc de ces estimations, ils ont fait un plan en disant, voilà, à la phase 1, fin 2016, il nous faut à peu près 230 000 charges virales, etc. Et ça, c'est parce que le Malawi s'était engagé sur une politique qui consistait à faire la charge virale tous les 2 ans. Le Ghana, c'est pareil. Donc, il faut pouvoir estimer en fonction de la taille de la population, en fonction des besoins et de la prévalence, pouvoir estimer correctement ces besoins. Deuxième étape, c'est la cartographie des plateformes existantes, parce qu'il existe déjà de la charge virale dans nos différents pays. Je pris ici l'exemple du Sénégal. Dans le cadre du plan de rattrapage 2017, une cartographie a été faite qui montrait le nombre d'appareils déjà installés en bleu et le nombre de sites qui étaient prévus d'installer. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne couvre pas l'ensemble du territoire et donc, il est nécessaire de prévoir, d'avoir des prévisions de nouvelles plateformes à acquérir. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce qu'il faut pouvoir décider. Est-ce qu'on utilise des plateformes, des machines classiques, donc des plateformes qui ont un gros rendement, ou est-ce qu'il faut utiliser des point of care? Les plateformes classiques, telles qu'on les voit ici, qu'il s'agisse de plateformes fermées ou de plateformes ouvertes comme Opera, ce sont les techniques de référence, mais elles ont des exigences en termes d'infrastructure, en termes de personnel qualifié, en termes de maintenance, à côté de tous les autres éléments qui concernent l'approvisionnement régulier et la nécessité d'avoir un contrôle de qualité externe. Les point of care
c'est des petites unités qu'on peut mobiliser et qui vont donc non plus être dans des structures de référence, mais pouvoir se déplacer vers les populations. Vous en avez qui peuvent faire du qualitatif et du quantitatif en HIV1, c'est par exemple le cas de CEFED, HIV1 et HIV2, c'est le cas de ALER, ou des techniques semi-quantitatives comme la Samba. Donc il y a toute une panoplie de plateformes et il faut pouvoir décider quelle est la plateforme la mieux adaptée pour pouvoir donc faire cette phase d'expansion. Après l'évaluation donc des besoins en équipement, il faut également évaluer les ressources humaines. On sait que le nombre de personnes, de biologistes et de techniciens formés, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut renforcer la formation de ceux qui sont là. Il y a également la grande mobilité des personnes formées, elles sont là aujourd'hui, le lendemain, elles se retrouvent ailleurs. Et tout ça, donc, par une formation initiale, une formation continue, assurer du mentoring, du tutorat et également de la supervision. Mais ce besoin de formation ne s'adresse pas uniquement au personnel technique qui va réaliser la charge virale, mais également tout ce qui est personnel de maintenance, sensibiliser les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, mais également les conseillers en matière d'observance, c'est important, les travailleurs communautaires et les pairs éducateurs. Rendre disponible la charge virale, c'est également définir une stratégie pour les tests. On a défini quel type d'équipement, quel type d'échantillon, sur quel type d'échantillon on va travailler. Est-ce qu'on va travailler sur du plasma ou est-ce qu'on va travailler sur des spots de sang séché? Le plasma, il est obtenu à partir de prélèvements faits sur tube EDTA, mais il faut qu'on fasse une centrifugation dans un délai de 6 heures. Et donc, si ça, ce n'est pas possible, au niveau d'un site, il vaut mieux essayer de voir si on ne peut pas aller vers les papiers buvards. Mais attention, les papiers buvards ne peuvent pas s'utiliser sur tous les types de plateformes parce qu'il y a des problèmes de sensibilité et de spécificité. Par exemple, le biocentrique, malgré une très forte sensibilité, n'a pas une bonne spécificité par rapport à cette technique. C'est le cas également de la technologie de Roche, mais celle qui utilise la nouvelle technique d'élution semble beaucoup plus appropriée. Donc il est important, si on décide d'utiliser du papier buvard, de pouvoir le faire sur une plateforme adéquate. Choisir le type d'échantillon plasma ou DBS dépend également de l'endroit où se trouve la population. On a dit qu'il fallait que les prélèvements de sang soient centrifugés dans un délai de 6 heures. Donc, si on est dans une zone où, en fait, l'essentiel des populations qu'on veut tester se trouve dans un rayon qui permette le transfert des échantillons dans un délai de 6 heures, ça marche. Même à 24 heures, parce que comme on peut le voir, on va voir que le plasma peut être conservé pendant 24 heures. Mais si les patients se trouvent à distance et qu'il faille plus que 24 heures pour amener les prélèvements, dans ce cas, il vaut mieux aller vers le DBS. Et ça c'est ce qui est résumé ici sur cette diapositive que j'ai empruntée à Médecins sans frontières, qui pose la question de est-ce qu'il faut une approche centralisée de la charge virale ou est-ce qu'il faut une approche qui est plutôt rapprochée du point d'intervention. Et donc, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est possible de faire des sangs veineux? Est-ce qu'il y a autrement, il vaut mieux aller vers le buvard. Si on fait des prélèvements de sang veineux, est-ce qu'il est possible de les centrifuger? Si oui, c'est parfait. Sinon, il vaut mieux mettre en place, investir dans un système de transport des échantillons qui permettent donc de pouvoir transférer les échantillons dans les délais. Et là, vous avez un certain nombre donc, de questions, de facteurs à considérer pour les tests de charge virale. Pour la mise en place d'une plateforme, combien de sites faut-il desservir? Est-ce qu'il est possible de recourir aux tests rapprochés du point d'intervention dans tous les sites ou alors seulement dans certains? Quel est le débit total par site? C'est important. Si au niveau d'une zone, on n'a pas plus de 3 charges virales par semaine, ce n'est pas intéressant d'investir dans une grosse machine. Peut-être qu'il vaut mieux investir dans une petite machine ou penser à transférer les échantillons vers une structure qui est beaucoup plus proche. La notion d'intégration également intervient, puisque de plus en plus, on sait que certaines plateformes, comme le GenExpert, peuvent permettre de détecter aussi bien la tuberculose, mais également, c'est mieux si on a une plateforme qui arrive à faire à la fois le diagnostic et la charge virale. Alors, cette stratégie également de mesure de la charge virale et de
mise en place d'équipements doit tenir compte de la pyramide sanitaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les grosses machines pourront être réservées dans les hôpitaux de niveau 3 ou dans les laboratoires de référence, alors que les point of care, donc les petites machines, pourront être utilisées au niveau des laboratoires de district. Élément important également à considérer pour la mesure de la charge virale, c'est les critères d'éligibilité. J'en parlais tantôt en disant que l'OMS recommande une charge virale par an. Certains pays décident de faire une charge virale tous les 2 ans. Il faudrait que cette stratégie soit clairement définie et que toute la stratégie tourne autour finalement de ce qui a été défini au plan national. Élément également fondamental, et je crois que c'est vraiment là où la plupart de nos pays ont des problèmes, c'est la possibilité d'avoir des circuits de transport des échantillons et de rendu des résultats qui soient vraiment performants. Qu'il s'agisse de DBS ou de plasma, si la charge virale est centralisée, on est obligé d'avoir un réseau de transport des échantillons et de rendu des résultats. Et là également, il faut tenir compte de problèmes techniques. Le sang total, il faut, si on préfère travailler sur du sang total, les prélèvements doivent être déposés dans un délai maximum de 6 heures pour pouvoir réaliser la centrifugation. S'il s'agit de plasma, comme vous le voyez ici, donc à partir du moment où la séparation a été faite, le plasma peut être conservé 24 heures à température ambiante, 5 jours à 4 degrés, et puis lorsque c'est congelé, ça peut tenir beaucoup plus longtemps, 1 an ou plus de 5 ans si c'est à moins 70 degrés. Les spots de sang séchés également ont des durées de vie, on va dire, à température ambiante, pas plus de 15 jours. Sinon, il y a des études qui ont montré qu'on peut les conserver à 4 degrés pendant presque 3 mois. Mais dans tous les cas, il est important d'avoir un système de transport des échantillons qui soit coordonné et qui soit financé. C'est ce qui est représenté ici, donc ce continuum finalement de la charge virale. Comment assurer donc que cette charge virale, lorsque les prélèvements sont faits, puisse être transférée dans les délais et que les résultats également parviennent aux différents patients. Alors, on parlera souvent du délai d'obtention du résultat, qui est le turnaround time, qui est le temps mis entre le moment où l'échantillon a été collecté et le moment où le résultat arrive réellement au niveau du patient. Alors, il y a des approches innovantes également qui sont développées dans certains pays, en particulier pour le rendu des résultats, en utilisant des SMS, des mails ou le fax pour le rendu des résultats. Autre élément important, c'est la gestion de l'assurance qualité. Il est absolument fondamental qu'on puisse s'assurer que les tests qui sont faits de la meilleure des façons. Je n'insisterai pas dessus parce qu'il y a une présentation qui va revenir sur le contrôle de qualité, mais sachez qu'il existe aujourd'hui des outils tels que le DTS qui s'adaptent à toutes les plateformes. L'organisation du système d'approvisionnement et de gestion des stocks, le reporting des données, la gestion des équipements par la mise en place d'un plan de maintenance, de contrat de maintenance et d'harmonisation des plateformes. En résumé, pour rendre disponible la charge virale, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qui passe de la gestion de la chaîne logistique, la phase pré-analytique, analytique et la validation et le rendu des résultats. Lorsque les résultats de charge virale sont obtenus, il faut maintenant qu'ils puissent être utilisés de la meilleure des façons par les cliniciens. Il faut qu'ils puissent agir en fonction du résultat de charge virale obtenu. Si la charge virale est faible, on pourra soit maintenir le patient sur son schéma ou passer sur des schémas allégés. Si la charge virale est élevée, supérieure à 1000, on l'a dit, il faut avoir un soutien à l'observance, mais là également, il est important que les conseillers, que les structures, que le personnel psychosocial soient pris en charge financièrement, sinon le travail ne pourra pas être fait. Finalement, lorsqu'un patient a une charge virale indétectable, il est heureux parce que, comme le dit ce que j'ai retrouvé chez ce patient, le fait de connaître le résultat, ça le conforte dans le fait qu'il est en train de bien se prendre en charge et ça peut l'encourager à continuer.
Mais la charge virale élevée, c'est un outil qui va nous permettre également de gérer l'échec thérapeutique. Et on l'a dit, on l'a vu même pendant les cas cliniques, les cliniciens ont encore du mal à pouvoir interpréter correctement et à pouvoir passer dans les secondes lignes. Donc, il faut leur donner la confiance et les connaissances nécessaires pour modifier de façon adéquate les traitements des patients. Donc, en conclusion, optimiser l'utilisation de la charge virale, c'est privilégier des technologies d'utilisation facile et peu coûteuse, mettre en place un dispositif intégré et efficace d'approvisionnement en réactifs et en intrants de laboratoire, avoir un système de transport des échantillons performant, l'évaluation externe de la qualité, mais également des stratégies de collecte des données en temps réel et de qualité. Voilà, je vous remercie. Merci Alimatou pour cette excellente présentation qui brosse vraiment presque tous les défis qu'on peut rencontrer dans le déploiement et la mise en place de la charge virale dans la plupart des pays du Sud. Et pas que, hein, je pense qu'on oublie qu'il n'y a pas que les pays du Sud qui rencontrent quelques difficultés. Donc on a le temps pour une question brûlante, comme on dit. Oui, s'il vous plaît. Merci, Dr Kiné Ndiaye, CTA maladie infectieuse FAN. Merci Alimatou pour la présentation. Juste une préoccupation concernant les... Que faut-il faire pour les patients qui ont une charge virale qui fluctue entre 50 et 999, malgré un rappel? Alors, c'est une excellente question. De toutes les façons, lorsqu'on a une première charge virale qui est supérieure à 1000, ce qui est conseillé, c'est de renforcer l'observance. Alors, et de refaire, voir déjà, évaluer tous les éléments qui peuvent être en faveur d'un problème qui ferait que le patient ne prendrait pas correctement. Alors, une deuxième charge virale qui revient dans ces, on va dire, dans ces eaux-là, on peut penser effectivement que peut-être qu'il y a, on ne peut pas exclure qu'il y ait peut-être des mutations, des résistances qui ont été archivées. Et l'indication, lorsque c'est possible, avant de switcher vers une deuxième ligne, parce que peut-être que la charge virale n'est pas suffisamment élevée, si c'est possible, c'est de faire un génotypage. Alors je sais que ce n'est pas toujours possible partout, même chez nous, mais voilà. Alors, des charges virales qui sont comment dire, qui sont un peu élevées comme ça peut être transitoire, ça peut être lié à une infection intercurrente, mais lorsque vous avez 2 points de charge virale qui restent quand même, on va dire, élevés, autour de 1000, moi je ne passerai pas tout de suite à la deuxième ligne, on essaiera peut-être encore de renforcer. Ok, merci beaucoup, mais je pense que c'est une belle question qui peut faire aussi l'objet d'un débat. Après, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour aller dans d'autres questions. Et je vais passer la collègue à ma co-modératrice pour la suite de la... Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous présenter maintenant Gilles Wandler, qui est un infectiologue à Berne. Berne, c'est la capitale de la Suisse.